voilà, de retour. Alors, on ne vous découvre pas, on vous a déjà vu tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourrait quand même vous accueillir avec quelques applaudissements supplémentaires? Voilà, bon. Alors, le sujet, c'est pharmacien, acteur de confiance. On a envie de se poser un certain nombre de questions que vous avez posées, professeur Molimar. Est-ce qu'on commencerait avec Philippe Benoît, par exemple, toujours pour les établissements de santé, médico-sociaux, services incendie, de secours. Comment est-ce que vous avez envie de réagir à ce que disait le professeur Molimar et puis à cette notion de pharmacien, acteur de confiance? Alors, je pense que pour l'exercice en PUI, il y a deux niveaux peut-être d'intervention sur la confiance. Je pense qu'il faut replacer le pharmacien au sein de son établissement, de sa structure. Et donc, il y a un message à porter en interne déjà. Et donc, ce message, vous l'avez souligné, il peut passer au travers des IBOT, du personnel, mais l'ensemble... Qu'est-ce que ça veut dire, le replacer au sein de sa structure? Alors, le replacer... c'est-à-dire qu'il reprenne une forme d'autorité? En fait, c'est peut-être un lapsus, effectivement, que j'ai fait directement. Parce que des fois, on ne sait pas qu'il y a un pharmacien dans un établissement de santé. Donc, c'est peut-être la première chose à faire, que le pharmacien il sorte de ses murs et qu'il participe. Donc, c'est de plus en plus vrai. C'est un demi-lapsus. Voilà. Et donc, il a tout à fait son rôle au sein de l'institution. Donc de façon plus générale, en participant aux différentes instances, au fonctionnement transversal de l'établissement, mais peut-être là plus spécifiquement sur le domaine de l'information sur le médicament ou sur la prise en charge médicamenteuse. Il a un rôle peut-être complémentaire au sein de son établissement, peut-être au niveau des commissions, justement. On a la commission du médicament et des dispositifs médicaux. Je parlais ce matin de la partie développement durable, finalement sur l'expertise du pharmacien sur les produits de santé et donc le choix des produits. Donc là, on est peut-être loin de la question de l'accompagnement du patient dans la connaissance de son traitement, mais on est quand même sur la valeur ajoutée du pharmacien, sur la connaissance des produits de santé qu'il doit gérer. Donc ça, c'était peut-être le premier point sur cette question pharmacien et son rôle sur l'information, plus que sur la désinformation, mais l'information pour lutter contre la désinformation au sein de son institution et du rôle de promotion qu'il peut avoir. Après, il y a la dimension en lien avec le patient et sa prise en charge, parce que de plus en plus, le pharmacien va aider à la prise en charge au travers des actions de pharmacie clinique, donc d'apporter des éléments à la fois sur la thérapeutique du patient, de travailler en collaboration avec les autres professionnels de santé sur l'adaptation thérapeutique des traitements. Et donc, là, on retrouve la dimension avec les professionnels de santé, mais on va plus loin puisqu'on a ce contact avec le patient. On a l'exemple des prises en charge dans les conventions, dans les consultations tripartites sur les initiations de traitement en cancérologie orale, par exemple. Et on voit que ces prises en charge, ces accompagnements du patient, elles permettent d'améliorer l'observance parce que le patient il a une meilleure compréhension de ces thérapeutiques et donc il y a une meilleure adhérence qu'on n'aurait pas si on n'avait pas ces interventions. Donc le pharmacien a vraiment ce rôle finalement d'accompagnement. Est-ce qu'on continuerait avec vous, Bruno Galland, section A? J'ai vu qu'on parle de pharmacien acteur de confiance. J'ai vu que le pharmacien, c'est l'une des professions les plus aimées des Français. Oui. Par laquelle on a le plus confiance. Après les pompiers, c'est les pharmaciens. Ils sont les aimés des Français. Et donc, il y a des pharmaciens pompiers, alors ceux-là, ils sont au top. Mais donc voilà, il y a une confiance faite aux pharmaciens. C'est pour ça que, merci professeur, on doit être vraiment une vigie. Et tous les jours au comptoir, tous les jours, on doit faire de la pédagogie. Tous les jours. Et c'est vrai, alors d'autant plus qu'avec les réseaux sociaux, la propagation de la mauvaise information, ça va de plus en plus vite. Et ça, je ne sais pas si c'est... En France, on a des experts pour tout. Et donc, on voit, ils arrivent, ils nous challengent même au comptoir. Hein. Oui. Et ça, voilà, donc le rôle du pharmacien, il est essentiel. Maintenant, une chose qui est très vraie, c'est qu'il faut qu'on soit formé. Et formé, parce que si on n'est pas bien formé, on va être nous-mêmes vecteurs de la malinformation. Formé à quoi? Parce que la science, vous la connaissez, comme l'a dit non? le professeur, Ah, il faut savoir de quoi on parle. Et il ne faut pas sortir de son sujet. D'accord. Voilà.
Et par contre, si on voit que peut-être ça nous dépasse, il faut recadrer les choses. Ah, et il faut inviter le patient donnez-moi à être plus un prudent. exemple là où vous êtes. Mais nous, sur le médicament, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'avais chez moi, je pense, le chef de file de la désinformation, c'était un monsieur qui disait à toutes les personnes, il y avait plus de 2 millions d'adeptes, donc il fallait manger les légumes crus et arrêter tout traitement de chimio. Ah oui. Il y a eu des morts quand même. Ah oui, que chez moi. Voilà. Et je l'avais chez moi, dans mon département. Oui, oui. Il était l'élu d'un petit village. Et donc, il avait une parole. Voilà. Donc, mes patients, je les voyais plus souvent chez le légumier qu'à la pharmacie. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre parce qu'ils arrivaient avec une certitude. Il l'avait dit, il avait plus de 2 millions. Parce que les influenceurs sont très néfastes là-dessus. Parce qu'on les écoute plus que le professionnel de santé parfois. Donc, il faut savoir. Oui, parce que c'est à nous à savoir nous mettre en avant. On a des connaissances, voilà, mais il ne faut pas sortir de nos limites. Et quand vous parlez de formation, de quel type de formation vous parlez? À toutes nos formations, nos 6 ans d'études. Les pharmaciens sont formés sur beaucoup de choses. Mais après, il y a aussi cette formation continue qu'on doit faire. Et l'ordre d'ailleurs vérifie que cette formation soit bien adaptée. Mais voilà, on ne peut pas faire des formations une demi-journée, il faut faire des formations, il faut... Les formations, c'est quoi? C'est une formation à quoi? Les formations, tous les DPC qu'on doit faire. Ah, d'accord. Donc voilà, donc on a des organismes de formation qui sont accrédités. Ah oui, la vaccination, donc voilà, d'accord. Il faut pas... Oui. À la pratique professionnelle. À la pratique professionnelle, donc on est obligé de le faire. Monter les connaissances. J'imaginais aussi éventuellement des formations sur la manière d'interagir avec quelqu'un qui arrive avec des certitudes considérables et qui vous prend de haut et qui vous dit mon pauvre monsieur, vous n'avez rien compris. Oui, vous ça êtes s'apprend. victime, vous. Oui, ça s'apprend. Alors d'abord, il faut écouter. Il faut être dans l'écoute. Ah, donc vous avez fait la formation ensuite, alors. Moi, je suis maire de mon village. Alors, je dois beaucoup écouter les gens. Et j'ai aussi des experts pour tout qui vont vous dire comment faire une route, comment... voilà, donc c'est compliqué. Mais il faut d'abord savoir écouter pour comprendre après comment on peut démonter les choses. Comment on peut démonter. Alors, une chose qui est très très vraie, c'est qu'on ne voit pas assez loin dans la formation au niveau des écoles et ça doit commencer effectivement au primaire. Et là, on a une culture un peu médicale. Alors, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait déjà au primaire des notions simples, mais des notions, comme vous dites, qu'un médicament, ça soigne, mais en même temps, ça a des effets secondaires. C'est pas des bonbons, c'est pas... Voilà, c'est des... Alors, il y a une chose qui est pas mal, je pense, pour le pharmacien, c'est qu'il travaille en réseau, monsieur Galland. Oui. Donc, on s'épaule, on se connaît, on peut se soutenir. Ça c'est un avantage. Et puis, on voit que de plus en plus, les jeunes médecins, par exemple, aiment travailler en réseau. Ça devient un réseau de confiance. Et c'est vrai que vous avez tous les professionnels de santé qui se réunissent. Et si on a tous la même parole, effectivement, on sera peut-être mieux entendu et on sera plus efficace. Madame Berthelot-Leblanc, vous avez des craintes, vous, vis-à-vis de cette désinformation? Vous en observez les mécanismes? Alors, pour l'outre-mer, la population est très très proche de son pharmacien biologiste. Même à l'hôpital, les gens ont vraiment une confiance pour l'instant, encore pas mal dans ces métiers. Le seul truc, moi, qui m'inquiète, vous savez qu'on a eu beaucoup d'antivax aussi en Outre-mer, et les pharmaciens d'officine et les biologistes ont beaucoup œuvré pour faire changer d'avis ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. Mais moi, j'ai une crainte, c'est par rapport à l'intelligence artificielle qui doit rester, comme on l'a dit ce matin, juste un outil. On voit des patients arriver, ils ont mis tous leurs symptômes, et ChatGPT ou je ne sais pas qui leur a dit « Eh ben, vous avez une angine ». Et il manque de peau, on fait le test et c'est pas ça. Voilà, moi je crois qu'il faut qu'on apprenne aussi à la population à se méfier de ces outils et il faut qu'on fasse très attention à ça. Continuons avec votre voisin, Jérôme Paressis-Barbier pour les adjoints d'officine. Donc comme l'a dit M. Galland, je pense que cette confiance vis-à-vis des patients qui est très haute, beaucoup de politiques nous l'envieraient et d'autres encore. Donc il faut vraiment la conserver et travailler dessus sans arrêt. Ensuite, en ce qui concerne la section D, on a un adjoint et demi. Alors on ne le coupe pas en deux, rassurez-vous. On va dire qu'il y a des officines par officine, donc il n'y en a souvent qu'un seul et très souvent deux. Donc ça donne aussi
quand même des interlocuteurs de choix pour les patients, bien sûr. Et ça, on essaye aussi de les accompagner. Ils ont beaucoup de questions, notamment, monsieur le professeur, ils ont beaucoup de questions. Aujourd'hui, les adjoints nous disent, je découvre et des remplaçants, plein de compléments alimentaires dans une officine. Comment je fais le tri? Je pense qu'il faudrait une instance, quelque chose, un dispositif qui permettrait, avec bien sûr des études suffisamment poussées, de dire, voilà, il y a une espèce de label, il y a une espèce en tout cas de moyens qui nous permet de faire le tri. Après, certains font aussi C'est comme s'il y avait trop de liberté dans ce domaine-là, trop de flou, trop de place pour des croyants. Il y a une réglementation européenne, si je ne me trompe pas trop, qui est un peu facilitée en tout cas, ou qui facilite certaines mises en liberté et en commerce de certains types de produits. Ensuite, certains font des études, des diplômes universitaires à la faculté, dans certains domaines, parce que vous vouliez des noms, citons-le en micronutrition, à quoi ça sert? C'est pas pour devenir charlatan, c'est justement pour faire la part des choses. Comme des patients viennent tous les jours nous dire, et l'huile essentielle de ceci, et l'huile essentielle de cela. Je pense que les huiles essentielles, ça va tout guérir, tout résoudre. Il le donnerait à n'importe qui, au chat, au voisin, à l'enfant. Le voisin, parce qu'il se garde toujours devant chez lui. Donc, si je vais lui filer des huiles essentielles, ça va peut-être... Voilà, il ferait tout. Donc il faut qu'on arrête tout ce foutoir. Il n'y a pas d'autre mot là-dessus. Donc voilà un petit peu à quoi sert notre section, en dehors de tout ce que la présidente va dire pour l'ensemble de l'institution. Et puis nous, on n'a pas manqué, ça a été rappelé ce matin, une influenceuse qui se présentait à la fois influenceuse et toujours pharmacien, pas docteur en pharmacie mais pharmacien. Eh bien, la chambre de discipline de notre section lui a fait comprendre qu'elle était dans l'erreur et elle l'a sanctionné très sévèrement sur ce sujet et on ne va pas les rater, rassurez-vous. Bruno Galland. Je pense que les influenceurs en blouse blanche, ce sont les plus dangereux. Philippe Piette, on continue avec vous. Comment est-ce que vous avez envie de réagir à tous ces sujets? Eh bien, je suis confronté régulièrement, et mes confrères le sont aussi, c'est-à-dire quotidiennement, aux patients qui ont toujours des demandes plus ou moins exprimées, plus ou moins fortement exprimées, mais il faut savoir être à l'écoute de ces patients, d'une manière générale. C'est-à-dire que les demandes, il faut aller les chercher, il faut sentir un peu les choses. Et donc, je dirais que d'abord, il y a la compétence du professionnel, c'est-à-dire bien maîtriser le sujet pour bien savoir donner les points clés aux patients qui vont lui être utiles, savoir l'écouter, savoir être dans sa compréhension de la problématique pour co-construire avec lui quelque chose qui va apporter un pas en avant pour lui dans sa compréhension des choses. Et c'est vraiment une co-construction. Si on est dans un dialogue purement doctrinaire, eh bien, finalement, on sait aussi que, et je compléterai aussi par une notion d'humilité, parce que, de notre part, parce que je rappelle que on a eu le cas des scandales Mediator, ce que vous voulez, et puis on pourrait parler de quelques médicaments bien vendus par les laboratoires pharmaceutiques, comme l'équinolone et autres. Donc, tout l'avantage de discuter avec les patients pour essayer de tirer avec eux le meilleur pour eux-mêmes par rapport à leurs problématiques, à leur compréhension de leur pathologie, à leur propre compréhension. Et finalement, le but, il est là. Le but, c'est d'être utile au patient, c'est-à-dire de lui donner le maximum, et donc ça ne peut se faire que par une écoute. Souvent, il y a, à des degrés divers, une misère, soit elle est personnelle, soit elle est sociale, soit elle est intellectuelle, soit elle est comportementale, enfin elle est tout ce que vous voulez. Et finalement, il faut prendre en compte, c'est une notion de misère, c'est-à-dire que des gens qui finalement vont aller contre leur intérêt. Donc essayer de gérer avec eux la compréhension de leur intérêt, comme ça on provoque l'adhésion. Voilà. Donc, mais par contre, il faut bien maîtriser les sujets aussi. Et Jean Brévilliers, alors vous, quand on en a parlé, vous m'avez dit je crains la désinformation, particulièrement en période de pénurie. Oui, on l'a vu tout à l'heure, le professeur l'a expliqué, quand on est en situation de crise, on a tendance à être un petit peu épidermique et c'est le cerveau reptilien qui va parler en premier. Et le risque dans ces situations, c'est que l'information n'étant pas claire ou pas bien partagée, c'est tous les efforts qui sont faits pour mieux la partager, on est possiblement de la désinformation qui court.
Moi, je retiens un peu de ce que vous avez dit, professeur, c'est 2 idées. C'est la clarté de l'information, et en ça, vous avez été exemplaire sur votre intervention, et également la disponibilité de l'information. On voit, alors dans nos métiers, la particularité, c'est qu'on n'a pas de patients, on n'est pas au contact des patients, mais on est au contact des confrères, et la désinformation existe aussi. Récemment, j'ai des confrères qui sont venus vers moi en me disant « mais c'est pas normal que tu nous livres des produits avec moins de 6 mois de péremption ». Donc là, il y a une méconnaissance aussi de nos contraintes, de nos exigences réglementaires, et peut-être dans les actions, au-delà de la communication, Alors, de l'information. Qu'est-ce qu'il s'imagine là? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est pas normal? Et alors? Qu'est-ce qu'il suppose? 6 mois de péremption, aujourd'hui, pour certains produits, on les reçoit même des fournisseurs à moins de 6 mois. Donc on peut pas, voilà, il n'y a pas de mauvaise intention que de vouloir écouler les péremptions courtes. On livre que ce que l'on a, bien sûr. Et donc il faut informer. Mais les confrères ne sachant pas cela, forcément, interprètent un petit peu. Donc pour éviter les interprétations, je pense qu'on a mieux communiqué entre nous sur les difficultés de nos métiers, sur les exigences réglementaires aussi, parce que pour avoir utilisé l'IA dans certaines recherches, on a pu découvrir que l'IA même invente des articles du code qui n'existent pas. Et donc c'est assez surprenant. Donc je pense qu'en réaffirmant ce qui existe, en réaffirmant le vrai, on évitera que le faux se propage. Et vous me disiez que toute la chaîne devait être vigilante et que les grossistes et les industriels ne favorisent pas certains. Oui, ça c'est dans le cas des pénuries, effectivement, Ouais. on peut être amené à subir des pressions pour favoriser effectivement les uns et les autres par rapport aux dotations. Mais je pense que ce n'est pas tant le problème de la désinformation, c'est plutôt sur la confiance que l'on peut avoir dans le dispositif et dans la relation entre nous. Voilà. Alors, on va terminer le tour de table avec vous, Pascal Gerbaud-Anglade, pour l'industrie. Alors, les laboratoires, voilà, ce sont des sujets de défiance qu'on retrouve de temps en temps. Et c'est très dommage. Ouais. Et en fait, j'aimerais avoir du temps pour élaborer. On peut prendre 1 heure, c'est le temps qu'il faut apparemment. J'ai peut-être plusieurs points. D'abord, on parle de médicaments, on parle de dispositifs médicaux et on parle de compléments alimentaires. Ce sont pour les 2 premiers des produits de santé. Pour le dernier des denrées alimentaires, donc ils ne sont pas régis par les mêmes réglementations. Donc sur ce sujet, je pense que la clarté, on doit, enfin les décideurs et les acteurs doivent avoir beaucoup d'informations extrêmement claires auprès de nos confrères et de nos consoeurs, notamment en pharmacie d'officine. Ce produit, c'est quoi? Est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est un DM? Est-ce que c'est un complément alimentaire? Donc, je pense beaucoup de formation aussi à avoir en termes de réglementation et en termes, qu'est-ce que ça veut dire cette réglementation pour votre exercice professionnel? Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que moi, j'étais particulièrement intéressée par la partie diagnostic, par la partie alerte. Et vous avez cité notamment un nom de laboratoire que je prends, voilà, en termes d'action. Mais l'ordre est une partie prenante de confiance. En revanche, si on n'a pas l'information, en fait, on va avoir de la difficulté à agir. Donc moi, je suis très très intéressée par la remontée d'informations. Je pense qu'en tant qu'ordinal, au-delà de la section B, je pense qu'on a en fait un devoir de l'exigence de pratiques irréprochables. En d'autres termes, une pratique qui ne le serait pas, nous devons agir à l'encontre de ces pratiques. Parce qu'une pratique irréprochable, c'est l'entièreté du secteur qui est impacté. Voilà, donc diagnostic et action, c'est ce que je retiendrai. Et vous appelez à l'exemplarité alors. Ah ben tout à fait. Et je m'étais noté pour préparer cette table ronde le serment de Galien,
je pense que régulièrement, nous pourrions, chaque pharmacien, relire ce serment de Galien. Le placarder. Madame Bofstahl. Si tu me permets, je vais juste compléter les propos de Pascal et souligner le rôle primordial des pharmaciens responsables de l'industrie des produits de santé. Et c'est un rôle qui est primordial parce que justement tous les pharmaciens responsables sont inscrits à l'ordre des pharmaciens et sont garants justement de la qualité de la communication, c'est dans leur mission, de la qualité de la publicité et de tout ce qui peut être fait, et ils en répondent devant leurs ordres. Et je voulais le préciser parce que c'est un modèle à la française qu'il faut absolument défendre, qui est garant justement de la qualité tout au long de la chaîne, et on se bat en ce moment au niveau européen pour que ce modèle persiste. Il est primordial d'avoir des pharmaciens responsables dans l'industrie du médicament. Alors, vous pouvez poser vos questions, hein, n'hésitez pas. Il y en a déjà qui sont arrivées, mais peut-être que le professeur Molimar voudrait réagir après ce tour de table. Qu'est-ce que... Non, mais c'est toute la diversité des métiers de pharmacien qui s'exprime, et c'est intéressant pour le médecin pneumologue que je suis, même si je connais bien les pharmaciens, parce que j'en ai même dans mon service. Parce qu'il y a les pharmaciens biologistes qui sont très impliqués en pharmacologie également, et puis aussi on a des services de pharmacovigilance aussi. Voilà. Et c'est vrai que, bon, là on voit que tout le monde a une responsabilité, et tous ici, on est responsables, et il faut retenir deux mots: l'écoute. Ça, c'est vraiment important. Et puis défendre les faits. Donc, quelqu'un qui arrive, qui vous dit que vous n'avez absolument rien compris, professeur Molimar, vous êtes le jouet de forces qui vous dépassent. Vous m'écoutez. Acheté par l'industrie pharmaceutique. J'allais le dire. Bah oui, vous le dites vous-même. Oui. Donc vous m'écoutez? Bien sûr. D'accord. Il faut comprendre le pourquoi du comment. Et si c'est l'exemple que je vous ai donné de cette infirmière qui est de bloc opératoire, il m'a fallu 1 heure, mais pour l'écouter, pour comprendre et pour identifier que c'était, elle n'avait pas compris le mécanisme de fonctionnement du virus. Et à ce moment-là, on peut redémonter et aller expliquer en appuyant aux endroits qui vont convaincre. Donc là, il y avait un verrou à ouvrir. Il faut là, comprendre, et c'est l'écoute qui vous permet de faire ça. Donc d'abord, il faut être armé, c'est-à-dire qu'il faut savoir un petit peu le dossier, connaître un peu les éléments, et puis avoir les éléments d'information qui veulent être à disposition pour les pharmaciens. Là encore, je reprends l'exemple de pharmacien d'officine qui peut être isolé quelque part dans un chef-lieu de canton, et il faut qu'il travaille en réseau, qu'il ait des outils qui soient mis à ta disposition pour qu'il ait des réponses rapides et qu'il ne soit pas que ChatGPT qui peut vous dire du n'importe quoi. Voilà, donc qu'il a des hallucinations, on en a parlé tout à l'heure. Hein, l'IA a des hallucinations, voilà, elle est capable d'inventer des choses. Des articles de la loi, des propriétés de médicaments, ça peut inventer, parce que ça marche par association, donc ça peut se mettre à délirer. Là, on parle de l'IA générative. Hein. Absolument, l'IA générative. Et donc, voilà, il y a des outils à développer, il y en a qui existent. Il faut qu'on les développe, qu'on les promeuve, qu'on promeuve l'information et qu'on promeuve la formation pour être capable de démonter la désinformation, mais tout le monde. En ce qui concerne la vaccination, je pense que c'est pour Philippe Benoît, comment inciter le personnel soignant à se faire vacciner ? C'est vrai qu'il y a ce phénomène où on voit qu'un certain nombre de personnes qui agissent à l'hôpital finalement refusent la vaccination dans des proportions qui sont relativement importantes. Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître contradictoire, et c'est vrai que les enquêtes, je crois, d'opinion ou les évaluations montrent que finalement moins le personnel est formé à un niveau de formation important, c'est pas du tout négatif ce que je vais dire, mais moins il y a d'adhésion. Et pour autant, c'est un peu contradictoire en termes de santé publique, parce que en fait, c'est souvent les aides-soignantes, les infirmiers qui sont plus au contact du patient, donc plus à risque de transmission, de transmettre le risque d'infection virale, en particulier, c'est surtout la question de la vaccination contre la grippe, en fait, sur lequel on s'attache. Ça peut paraître du bon sens, mais là on voit qu'il y a finalement une différence entre le bon sens et comment on arrive à faire passer ce message-là. Donc
il faut beaucoup de pédagogie sur la question. Je n'ai pas la réponse. C'est toujours la question entre l'obligation et l'incitation. Elle est valable en établissement de santé, mais elle est valable dans la population générale. C'est-à-dire que je pense qu'en termes de soignants, si on fait aussi ce type d'enquête en dehors des établissements de santé, on aurait peut-être des résultats similaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exemplarité du professionnel de santé. Il faut peut-être d'abord travailler sur ce sujet-là avant d'aller sur la suite. Après, voilà, dans le PLFSS, il y avait un projet de vaccination obligatoire. On était plutôt pour côté section H, parce qu'on pouvait peut-être aussi l'accompagner, puisque le pharmacien à l'hôpital peut aussi vacciner et aider à la vaccination, même s'il y a d'autres personnels qui peuvent le faire. Il n'y a pas de pénurie pour la vaccination, mais le fait d'expliquer et de pouvoir apporter le geste de vaccination aurait pu être un élément complémentaire. Madame Wolftal. Alors, la vaccination, c'est mon sujet. C'est mon bébé, j'ai envie de dire. Comment dire ? Je ne comprends toujours pas comment dans notre pays on atteint des taux de vaccination faibles, insuffisants dans la population, mais y compris parmi les professionnels de santé. Agnès Buzyn, quand elle était ministre, a eu le courage, et elle continue de recevoir des menaces de mort aujourd'hui, quand elle a rendu obligatoire la vaccination pour les enfants, et quand elle a permis aussi de mettre dans le droit la vaccination par les pharmaciens. Les pharmaciens, tous métiers confondus, se sont largement investis dans ce rôle, et je crois qu'on peut s'en féliciter, même si ça n'a pas permis d'augmenter majoritairement la couverture vaccinale, parce que, en fait, c'est un sujet de l'ensemble des professions de santé. Ce n'est pas que le sujet des pharmaciens ou des infirmiers ou des médecins, c'est un sujet de santé publique dont chacun doit s'emparer. Et avec les ordres, nous nous étions d'ailleurs positionnés à l'époque pour l'obligation vaccinale des professionnels de santé. Et comme l'a dit Philippe, dans le cadre des discussions du PLFSS, nous réaffirmons la nécessité d'obliger la vaccination pour la grippe pour les professionnels de santé. Vous savez comment ça se passe dans d'autres pays Là, comme ça, à chaud, non, voilà. Un peu de quoi. C'était là, voilà. Mais quand on est professionnel de santé et soignant, le premier devoir qu'on apprend dans le serment galien, c'est prendre soin de son patient. Primum non nocere. Nous ne devons pas transmettre de maladies et prendre soin à notre patient. Et quoi de mieux que la vaccination ? Quelle meilleure protection que la vaccination ? Aujourd'hui, nous n'en avons simplement pas. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les consoeurs et les confrères, si vous n'êtes pas encore vaccinés, il fut un temps, à la journée de l'ordre, où nous vaccinions contre la grippe. Nous ne le faisons plus parce que maintenant... Elle était obligatoire, sinon on n'entrait pas. On ne le fait plus parce que maintenant, 99% des pharmaciens vaccinent. Donc, dans toutes les pharmacies, on peut se vacciner. Mais vaccinez-vous, protégez vos proches, protégez vos patients, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous, bien sûr. Philippe Piette. Pour répondre à votre question dans les autres pays, en fait, la plupart des autres pays sont largement supérieurs, en Europe, sont largement supérieurs à nous. Je crois que cette question, il ne faut pas la laisser comme anecdotique. Je crois qu'il faut se poser la question des lourdes raisons pour lesquelles, quelle que soit la réponse, c'est quand même un sujet extrêmement grave. Et je pense que les professionnels de santé, à partir du moment où ils sont professionnels de santé, ils ont un devoir, comme les vocations. C'est un métier avec une vocation. Et quoi qu'ils pensent de la valeur des autorités, qu'ils aient des raisons éventuellement de douter ou quoi que ce soit, ils ont une obligation morale de se soumettre à la discipline collective. Donc voilà. Mais après, il faudra quand même, et je pense qu'il faudra se donner la peine d'étudier les raisons profondes de ce
on va dire, de cette défiance, parce que je pense qu'elle relève de beaucoup de choses. Alors, il y a une question peut-être pour vous, Madame Wolfsthal, assez large. Face à la mutation de la biologie médicale, ah non, c'est peut-être plus pour Philippe Piette d'ailleurs, vers des structures de plus en plus grandes qui éloignent les patients, comment l'ordre préserve-t-il la relation de confiance et l'expertise clinique? On revient à la question de ce matin, c'est-à-dire la reconnaissance des biologistes médicaux dans leurs actions vis-à-vis des patients. Et je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de biologistes médicaux qui croient en ce rôle, même s'il n'est pas vu, connu et reconnu. Par contre, à un moment, il va falloir le prendre en considération. Parce que sinon, on va aboutir à un éloignement des biologistes médicaux des patients qui sera de guerre lasse, hein, parce que les biologistes, je dois le dire, ils en ont un peu marre de ne pas être considérés à la hauteur de ce qu'ils sont capables de rendre en santé publique. Donc, en fait, il faut créer un cadre, et on en revient à la question de ce matin, c'est-à-dire un cadre d'exercice à nouveau, en réfléchissant au rôle des sites de laboratoire. Voilà. Et donc, et ça, c'est, je pense, du rôle de l'État, de prévoir des mesures prudentielles d'exercice. Et là, je lance un appel aux représentants des pouvoirs publics qui sont là pour essayer on veut réglementer sur les vaccins, on veut réglementer sur beaucoup de choses, eh bien, réglementons un peu aussi sur un cadre qui permet aux biologistes médicaux d'effectuer toutes leurs compétences. Merci pour la question. Peut-être pour les représentants de l'officine, les compléments alimentaires avec allégation de bénéfices sur la santé ne risquent-ils pas d'altérer la confiance des patients ou du moins de créer de la confusion entre un médicament et un complément alimentaire? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Il faut lutter contre ça. Bien sûr, c'est le problème. C'est ça, ça met une confusion terrible. Alors, oui, continuez. Donc, c'est Bruno Galland. On dit qu'il faudrait un référentiel pour classer les... Excusez-moi, qu'est-ce que c'est un référentiel? Je ne sais pas, c'est une idée à Jérôme, donc je vais lui laisser le micro. Je vous posais la question, mais ce n'est pas un piège, professeur, hein, mais est-ce qu'il y a un moment où on va parler vrai sur ces sujets? C'est pour aller à l'encontre de personne, parce que finalement tout le monde est victime. Le patient est victime, nous on est mal à l'aise, ceux qui font certaines études ou qui mettent sur le marché certains dispositifs, certains compléments alimentaires, peut-être de bonne foi ou pensant que le contenu peut être utile dans certaines circonstances, enfin, finalement on ne s'y retrouve plus du tout. Donc peut-être que dans votre rapport vous allez donc faire des propositions. Mais ce que je remarque, c'est que quand vous dites en fait, vous avez la liberté, vous, pharmacien, de décider ce que vous allez faire. Je vous l'explique autrement. Oui. Je vais prendre un laboratoire quelconque qui nous propose des compléments alimentaires, où on peut imaginer qu'il y a un sérieux depuis longtemps, il n'y a pas eu de danger, pas eu d'accident, etc., pour obtenir les études, hein, les tirer à part des études, comment elles ont été faites. Moi, j'ai besoin du professeur Molimar pour qu'il me dise, cette étude-là, elle est bonne, celle-là, elle a été faite un peu à la va-vite, si je puis dire. Vous voyez, et tout comme ça, ils ne nous les donnent pas. Peut-être même si on peut considérer que ces structures sont des structures très fiables, mais il y en a 2, 3, 5, mais toutes les autres, ils se disent tous laboratoire. D'ailleurs, je pense que la section B ne peut pas accepter que ces structures-là continuent à se prémunir du mot de laboratoire. Il n'y a pas de pharmacien, à leur tête. Ce sont des entreprises. Oui, mais ils utilisent le mot laboratoire. Oui, mais ce ne sont pas des laboratoires. Mais ma question, c'était au professeur Molimar, est-ce que dans son rapport, il va nous donner des solutions? Voilà. Oui, vous n'aurez pas mon rapport aujourd'hui. Vous pouvez nous mettre sur la piste. Mais c'est clair que les compléments alimentaires, c'est un vrai sujet. Et puis au-delà de compléments alimentaires, moi j'avais un vieux professeur il y a longtemps qui m'a dit occupez-vous de varier votre alimentation, sortir, faire du sport et les vitamines s'occuperont d'elles-mêmes. Hein, et donc c'est tout un business qu'il y a derrière. Alors je ne sais pas si vous êtes dépendant de ce business, mais moi ça me pose un vrai problème, quoi. C'est un vrai problème parce que ça va faire que des gens vont proposer des compléments alimentaires en lieu et place de traitements qui mériteraient d'être faits, ou au contraire, qui font banaliser la prise de médicaments alors qu'on n'a pas besoin d'en prendre. Vous voyez, il faut pour chaque problème une solution qui soit sous forme d'un objet de transition, qui est le médicament ou le complément alimentaire. Non,
Désolé, quand on a un rhume, on peut se laver le nez avec du sérum physiologique, on n'a pas besoin de se prendre un vasoconstricteur, on n'a pas besoin de se faire d'aromathérapie ou autre chose qui n'ont pas démontré la moindre chose. Voilà. Donc il faut remettre la science là encore. Et les pharmaciens sont garés de la science, et que si on a des dérives qui sont des dérives vers ce que peut-être les gens attendent, la neuroturopathie, des trucs magiques, il faut qu'on résiste. Vous croyez que les pharmaciens, alors je pose la question tout à fait naïvement, sont prêts à faire en sorte que, effectivement, est-ce que les pharmaciens sont prêts à justement faire le départ en des choses qui sont purement scientifiques et d'autres qui le sont quand même beaucoup moins? Oui, parce que je pense qu'on en a assez à force. Ah oui. C'est que le problème des marques ombrelles, c'est un peu le même problème. Ce sont des laboratoires comme pignon sur rue qui sortent des produits qui nous remplissent les étagères, mais qui n'ont pas démontré scientifiquement de quelconque activité. Bon. Mais c'est dans l'air du temps, donc voilà. Et ça c'est réellement un problème. Parce qu'il y a une confusion des genres un peu. Voilà, vous avez un laboratoire qui a vraiment pignon sur rue, et bon. Nous, c'est. Voilà, enfin, moi, c'est quelque chose que j'essaie d'éliminer dans mon officine. Parce que je trouve que c'est pas sain. Non. On se forme. Oui, bien sûr, je vous en prie, Benoît. Juste compléter. Peut-être en complément, parce que là on est sur la partie complément alimentaire, on a le risque qui est associé, mais on voit aussi en termes d'information et le risque que prend le patient. Et c'est peut-être aussi une des pistes pour le pharmacien, c'est d'apporter cette information, le côté scientifique là, qui a été identifié sur le complément alimentaire. Moi, je voudrais aller un peu plus loin, il y a tout ce qui est phytothérapie, et parce qu'on voit émerger tous les risques d'interaction. Et donc, il y a aussi une relation de confiance à construire avec le patient, finalement, sur l'ensemble des thérapeutiques qu'il prend. Et je pense que le pharmacien, alors nous, on le voit en entrée en hospitalisation, hein, quand on fait un bilan médicamenteux du patient, ou même après à sa sortie, quand sa thérapeutique change, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse qui rendrait dangereuse le reste de ces traitements. Et c'est souvent une méconnaissance, et là, le fait de construire cette relation avec le patient, c'est une forme de confiance, et puis c'est un objectif aussi de santé publique et d'amélioration de sa prise en charge thérapeutique pour éviter les effets indésirables. Oui, mais ça, c'est la désinformation. C'est des plantes, c'est pas dangereux. Voilà. Pour compléter cette situation, elle est en partie due au problème de l'offre de soins et de la prise en charge médicale d'une manière générale, qui est déficiente, et finalement les patients s'approprient mal leur propre santé. Donc c'est une des conséquences. Et l'Allemagne, qui n'est pas forcément mieux nantie, a recours aux médecines alternatives d'une manière considérable par rapport à la France. Et ça, il faut s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a une politique de santé publique, la manière dont on fait les choses, et l'Allemagne est peut-être un exemple sur beaucoup de choses. Moi, à mon avis, pas forcément sur la santé publique. Parce que justement, c'est un exemple type d'une manière dont on peut dériver. Après, les Allemands sont les Allemands et les Français sont les Français. Mais bon. Une petite dernière question, professeur Molimar. Face à la... je reprends. On se forme plus sur les derniers antirides, avec par exemple des soirées de formation dans un lieu agréable avec un petit cocktail, que sur les nouveautés pharmaceutiques, chez soi ou dans une officine fermée en mangeant un sandwich. Comment inverser la tendance? D'abord, vous me l'apprenez, parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de formations sur les antirides, mais bon, c'est vrai que... je ne sais pas quoi dire, hein, là, c'est dramatique. Enfin, je veux dire, il faut revenir toujours à qu'est-ce que c'est que le métier de pharmacien. Restons simples. Hein, et c'est quand même un métier scientifique, médical, et donc on soigne les maladies. Alors, on peut faire du soin de bien-être et autres, mais il faut appeler un chat un chat. Il y a ce qui est médecine, qui relève du médecine, de la pharmacie, et puis ce qui relève du bien-être et choses comme ça. Mais il faut vraiment que les gens identifient la différence entre les deux et qu'on n'ait pas le bien-être et autres qui prennent la place de la médecine, quoi, et qui en plus poussent les traitements médicaux qui seront nécessaires pour aller traiter. Alors qu'il y a une pathologie sous-jacente, on va mettre un traitement esthétique ou autre, alors qu'il y a une vraie pathologie qu'il faut traiter, quoi. Donc il y a des effets indésirables au bien-être, finalement. Il y a des effets indésirables à tout, et les traitements antirides ont des effets indésirables comme les autres substances que vous pouvez vous mettre sur la peau avec des allergies, avec des réactions. Et en plus, voilà, c'est ce fait de pousser la médecine, comme vous venez de le dire. Karine Wolfstahl.
Pour le mot de la fin, pour notre, je ne sais pas si c'est la notre fin, table mais ronde. peut-être, vous l'avez dit, la formation est essentielle. Alors certes, il y a effectivement des formations sur des produits anti-rides, mais on a quand même la chance, même s'il est perfectible, d'avoir le développement professionnel continu, qui est une obligation, je le rappelle, que l'ordre contrôle, je le rappelle, avec quand même un programme de formation avec des orientations prioritaires. Donc il appartient à tout un chacun, quand on est pharmacien inscrit au tableau de l'ordre, de se former. Ça fait partie de nos obligations, de suivre donc ces obligations de formation continue. On devrait avoir, alors je le dis rapidement parce que c'est sujet à beaucoup de discussions aussi, l'arrivée de textes autour de la certification périodique des professionnels de santé, qui va là aussi compléter l'arsenal de formation possible. Et puis, moi, je voudrais quand même aussi souligner le travail que font les organismes de formation, qui proposent quand même maintenant de plus en plus de modules de formation en e-learning, ou au travers de journaux, ou au travers de formations tout à fait de qualité. Donc il appartient à chaque pharmacien de choisir justement en responsabilité, dans le cadre de son exercice, la formation qu'il convient de faire. Elles sont disponibles, prises en charge la plupart du temps, pour justement être au top de l'actualité. Et c'est la responsabilité d'ailleurs aussi aux pharmaciens titulaires ou aux gérants, etc., de s'assurer que l'ensemble de son personnel suit bien ses formations et lui donne les moyens de suivre ses formations. Donc c'est un peu pour peut-être, alors je ne sais pas si c'est la conclusion, mais peut-être pour reprendre vos mots de conclusion aussi, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Chacun a une action à faire pour lutter contre la désinformation, et c'est collectivement qu'on arrivera en effet à contrôler cette désinformation. Alors, le 15 décembre va donc être publié votre rapport. Vous vouliez dire un dernier mot peut-être? Non, le 15 décembre, il sera prêt. Maintenant, il faut que ça se compatible avec l'agenda du ministre, ou de la ministre qui sera à l'époque. Il sera prêt. Voilà, Il ne sera pas forcément rendu public le 15. Il sera rendu public, il sera donné au ministre, bien ça. Évidemment, et puis on verra pour les modalités de communication, mais il est clair que tous ceux qui ont contribué à notre réflexion recevront le rapport en priorité. Très bien. Donc, le 15 décembre, vous remettez le rapport. En tout cas, nous, on va rester à l'affût de ce rapport. On a compris, il y avait 150 personnalités qui ont été... c'est pas ça que vous avez dit? Il y a eu 150 auditions, ce qui représente 270 personnes. Ah oui, 150 auditions, 270 personnes. On a compris qu'à l'intérieur, il y aurait des recommandations, si elles sont aussi énergiques que vous l'êtes. On a compris qu'on va pouvoir probablement agir avec la plus grande fermeté. On va voir, j'aimerais bien, j'ai entendu ça, j'aimerais bien à ma gauche. Merci infiniment, professeur Molimar. Merci infiniment à tous et tous pour cette table ronde.